Bonsoir et merci à nouveau de votre présence par voie Internet. Qui sait, peut-être on va y trouver les uns et les autres, comme pour la télémédecine, qui dorénavant est établie dans les usages, quelque intérêt et confort pour prolonger ainsi, on verra bien. En tout cas, je veux à nouveau remercier ici ceux avec lesquels la chose est rendue possible et qui fait que nous pouvons poursuivre ce cheminement que nous nous étions en amont fixés dans l'exploration des assauts contre l'humanité de l'homme dans leurs différentes facettes. Je veux donc remercier en préambule à la fois Ariel Danan, Nessim Hazan, Luc Rettenbach, Jean-Pierre Riom, sans lesquels tout ça ne pourrait pas être réalisé. La séance précédente, François Rastier nous avait appelé à l'attention sur les enjeux de vérité et de mensonge, de relativisme et de fake news qui assaillent le travail éthique de la connaissance aujourd'hui, de même qu'ils constituent des terrains de manœuvre de guerre cognitive, pour reprendre une expression de Richard Landes, contemporaine. Avec Jean Slamovitch, nous allons poursuivre la réflexion sur ce qui se trame en assaut contre la langue, qui n'est rien de moins qu'une attaque contre la condition humaine. Dans la tradition juive, dans son épistémologie implicite, il est identifié 4 niveaux de concrétion des mondes: le minéral, le germinal, le vivant et le vivant parlant, Chai Medaber, là où se situe l'homme en distinction du reste. C'est une caractéristique, un trait d'identification des totalitarismes que de s'en prendre à la langue, de vouloir la domestiquer, la poinçonner, l'unilatéraliser. C'est aussi une observation affligée que nous pouvons faire que le saccage de la langue se fait encore en écriture SMS ou en anomie lexicale médiatique aujourd'hui, entre métaphores écrasées ou métaphores faisandées. C'est la profondeur infinie des potentialités du langage humain qui est attaquée, une machination peut-être, qui sait, pour mettre à même niveau de concordance l'humain et les machines qui lui seront connectées. Un devenir qui part aux antipodes de ce que le monothéisme a posé pour le monde et qui, dans la tradition juive, est retenu sous l'acronyme de Pardesh, de verger, celui du sens, par consonance métaphorisante identifiée poétiquement au paradis. Pardesh, soit les 4 niveaux de lecture possibles et requis d'un texte: Pshat, Remez, Drash, Sod, soit les lectures littérales, allusives, allégoriques et enfin mystiques. On comprend bien qu'avec la philosophie, la psychanalyse, l'histoire, la linguistique et la sémantique constituent une ressource d'étude et d'intelligibilité sur le vivant humain, des savoirs de résistance contre les délitements et les démantèlements qui tentent leur coup. Jean Slamovitch est normalien, agrégé d'anglais, professeur des universités au Centre interlangage, texte, image, langage de l'Université de Bourgogne. Il est aussi traducteur. Ses recherches portent sur l'intonation, la traductologie, l'analyse des discours, mais aussi sur la musique. Il est encore traducteur et critique de jazz, jazzot. Il est aussi producteur et président de Spirit of Jazz. Vous voyez, un homme pas seulement fréquentable, mais à fréquenter, et déjà par ses ouvrages. Il y fait de la linguistique et de la sémantique une arme d'assaut contre les contre-vérités, de reconstruction des vérités esquivées. Outre donc des ouvrages académiques et didactiques de son champ épistémologique, comme outils pour traduire français et anglais ou outils pour le commentaire de traduction en anglais, il est l'auteur d'un essai indispensable et rafraîchissant, paru en 2015, « Détrompez-vous, les étranges indignations de Stéphane Hessel décryptées », paru aux éditions Intervalle, qui remettait à leur place d'imposture et de mensonge sans vergogne les prétentions, actes, faits et gestes de celui qui avait été érigé en icône médiatique. Ça nous allait droit au cœur. Vu la vantardise du monsieur à prétendre avoir été pour quelque chose dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme par René Cassin, qui fut, il faut le rappeler, très longtemps le président de l'Alliance israélite universelle après la guerre.
et aussi vu une très hypothétique action de résistance dont il s'habilla pour fut-il, comme l'était mon propre père, un stalinien endurci, savait faire la différence entre résistance et terrorisme et ne décelait rien de l'esprit et de l'éthique de la résistance dans les pratiques homicides indistinctes du Hamas. Il est l'auteur aussi d'un essai, Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français, où l'on étudie écriture inclusive, féminisation et autres stratégies militantes de la bien-pensance, également paru aux éditions Intervalle en 2018, qui étudie et décrypte les outils idéologiques de l'inclusivisme, rémanence d'une novlangue dont George Orwell avait déjà pointé la nature foncièrement totalitaire dans son roman 1984. C'est évidemment au titre de cet ouvrage que nous l'avons sollicité pour intervenir dans le cycle Crise civilisationnelle contemporaine, et je le remercie très vivement d'avoir accepté d'une part de nous rejoindre dans nos vigilances, mais aussi d'accepter dans les conditions contingentes de l'actualité de cette période, de le faire en vidéoconférence, ce qui n'est pas simple ni confortable. Je lui laisse la parole, à vous, Jean. Merci beaucoup Gérard de cette invitation, de cette présentation également. On va se débrouiller effectivement dans les conditions du direct, comme on dit, puisqu'on est télévisé d'une certaine manière. Alors, je suis très heureux aussi de m'inscrire dans cette thématique. Votre séminaire parle effectivement à l'actualité idéologique, philosophique, sociale et qui nous préoccupe finalement. Et ce n'est pas de parler d'une crise méthodologique qui affecte la linguistique. Je ne vais pas me pencher trop sur les dimensions sociales et notamment la dimension totalitaire que vous avez évoquée. Je note dans mon ouvrage, hein, le sexe et la langue. Mais j'aimerais justement, si j'ai donné comme titre inclusivisme et sciences du langage, une offensive épistémologique, c'est parce que ça concerne la façon même de faire de la linguistique et de considérer certains acquis méthodologiques comme pouvant être mis en cause par envie idéologique. Et je dis envie, je parlerai peut-être un peu d'envie, de désir, de choses comme ça, parce que ça entre en collision avec le savoir tel qu'il a été établi par un siècle et demi de sciences du langage. Donc, on va faire un petit peu de grammaire, j'en ai peur, notamment pour élucider le sens du mot grammaire, qui est très très malmené par tous les idéologues qui lui font dire un petit peu ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, vous remarquerez que j'ai dit « il », mais c'est un « il » justement qui renvoie à de l'indéfini et certainement pas à du masculin. Ce genre de simple fait de langage, c'est précisément ce dont je vais parler, parce que c'est ce qui est nié en fait par l'inclusivisme. C'est la façon dont on parle qui est niée. Tout ce qu'on a pu faire en sémantique depuis des décennies est aujourd'hui défait par l'inclusivisme. Bon, on peut penser que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un militantisme qui s'est emparé de la question du féminin, et je dis bien du féminin avec tous les guillemets possibles, parce que précisément, cette façon de dire le féminin ou le masculin, c'est parfaitement flou. Qu'est-ce que c'est que le féminin ? C'est une question d'article, c'est une question de nom. On voit bien qu'il y a quelque chose de pratique à utiliser un certain style philosophique, hein, dire le masculin, le féminin. C'est pratique parce que c'est flou, que ça paraît généralisant et que ça évite de dire de quoi on parle, et ça permet notamment de confondre les marques linguistiques, les personnes, l'ordre de la société, sans justement faire le tri dans tous ces ordres de phénomènes, alors que c'est précisément ce que les sciences humaines doivent faire. Donc, ce militantisme a fait du féminin une cause politique.
là où n'existait que la spontanéité des pratiques. On parle donc aujourd'hui de féminisation, sans dire de quoi il est question, et l'écriture inclusive est devenue la figure de proue d'un combat. C'est ainsi que les militants le présentent, comme un combat, comme une lutte. Bref, il y a cette confusion entre militantisme et science qui est au fondement du problème épistémologique de fond auquel on a affaire. Et ce combat, évidemment, il est présenté comme progressiste et en but à des forces réactionnaires qui en fait recouvre ce que Gérard a décrit tout à l'heure comme étant en réalité le champ de l'humanisme. C'est-à-dire que l'humanisme aujourd'hui devient réactionnaire. Alors, ce manichéisme entre les progressistes et les réactionnaires montre bien qu'on est dans l'idéologie et pas du tout dans la description des faits de langue, et que cette idéologie ne veut pas s'embarrasser de la complexité des phénomènes. Alors, euh, on a beau être un développement, un niveau de développement des sociétés occidentales où la place des femmes est une évidence juridique, culturelle, sociale, personne, personne ne milite pour réduire la place des femmes, leur retirer le droit de vote, sur le plan civique comme professionnel. Il n'y a rien qui n'ait été déjà admis. Et donc, pourtant, le discours pour le droit des femmes n'a jamais été aussi fort, aussi violent, voire aussi radical. Et surtout, il s'incarne aujourd'hui dans une attaque contre la langue où on dit que la langue est sexiste. Alors, c'est sur ce cliché, mais qui est en fait un mot d'ordre, que je voudrais développer un petit peu ma réflexion. Donc, on va trouver la langue est sexiste, la langue n'est pas innocente, la langue contribue aux représentations sociales, etc. C'est une plainte évidemment qui va à rebours de l'évolution de la société, puisque si c'était le cas, effectivement, on ne comprend pas pourquoi, si la langue est sexiste, la société l'est moins qu'elle ne l'a été. Donc, c'est déjà une contradiction qui n'est jamais résolue, hein. Certains donnent des exemples de formes qui auraient été moins sexistes avant, au Moyen Âge. Faut-il en conclure que le Moyen Âge était moins sexiste que notre époque? Ça n'est jamais problématisé, ça n'est jamais abordé réellement. Je veux dire sur le plan de la méthode, sur le plan des conséquences pour l'histoire, pour la sociologie, etc. Et en fait, cette idée que la langue est sexiste repose sur un ensemble d'erreurs de formulation. Je ne vais cesser de le rappeler. Il y a notamment une grande confusion entre la langue et le discours. Alors, c'est une évidence, mais qu'il faut rappeler. La langue, c'est quelque chose qui n'existe pas. La langue française, elle n'existe matériellement nulle part. C'est un ensemble de virtualité, c'est un système phonologique, syntaxique, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence matérielle. Ce qui a une existence matérielle, ce sont les discours. Les discours, eux, ça, c'est la langue telle qu'elle est utilisée par des personnes concrètes. Et évidemment, ça n'a rien à voir. La langue, elle n'existe que comme somme de tous les discours, si on veut. Mais justement, ce qu'on dit, on choisit de le dire. Ce n'est pas la langue qui le dit à notre place. Donc, accuser la langue de quoi que ce soit, c'est un anthropomorphisme. C'est croire que on peut rendre responsable une structure de ce que l'on dit. C'est quelque chose qui mérite d'être développé, bien sûr, mais du coup, les inclusivistes partent du principe que le patriarcat est inscrit dans la langue, dans les représentations mentales, et donc cette confusion déjà entre la grammaire d'une langue et son usage, les discours, c'est un problème qu'ils font toujours semblant de ne pas voir. Et cette vague de revendications autour de l'écriture inclusive
C'est aujourd'hui un discours qui a ses grandes revendications et qui prend un tour politique, notamment avec le fait de vouloir imposer des pratiques graphiques, mais pas seulement graphiques, aussi des pratiques liées au choix des mots. Hein. On a des revendications, vous le verrez dans l'exemplier, où telle université dit qu'il ne faut pas parler d'individu, mais de personne, parce qu'individu est masculin et que personne est féminin. Donc on vous dit vraiment les mots que vous devez utiliser. On vous prive de votre liberté de choisir les connotations des mots parce qu'on en a décidé à votre place. Je reviendrai là aussi sur cette dimension, mais une interprétation n'est pas un fait, et avoir décidé que tel mot est sexiste et tel mot ne l'est pas, après tout, on peut en discuter, mais qu'on veuille en faire quelque chose qui relève de la loi, ou en tout cas de la pratique administrative pour l'instant, c'est évidemment un problème. Sauf que, voilà, alors je ne cesse de le dire, les militants de l'écriture inclusive sont de toute évidence des obsédés sexuels, c'est-à-dire des identitaires. Hein. Il n'y a pour eux que le prisme du sexuel pour envisager la langue ou tout autre phénomène d'ailleurs social. Là aussi, il se pose un problème méthodologique à l'histoire, à la sociologie, à la grammaire. Est-ce que il faut voir tout par le lorgnon sexuel? C'est là encore un problème méthodologique qui n'est jamais abordé de manière satisfaisante. Et cette grille de lecture du monde, en réalité, devrait suffire à disqualifier de tels principes sur le plan épistémologique. On ne peut pas penser le monde à partir d'un principe de cet ordre. Sauf que, voilà, le temps de parler d'écriture inclusive, elle s'est déjà radicalisée, ce qui prouve aussi sa nature plus idéologique que scientifique. Et aujourd'hui, eh bien, on a des systèmes d'écriture qui prétendent inclure toutes les identités, reflet du sigle LGBT++, ce qui est important, c'est le plus, hein, puisque on a une catégorie ouverte. À la fois, on veut à tout prix catégoriser dans des identités, et en même temps, on déclare ces identités ouvertes. Et certains ont inventé un système d'écriture où on aurait des majuscules, des alternances, des points, des slash, etc., qui signaleraient des identités. Donc, il est temps aujourd'hui de parler d'inclusivisme et non plus d'écriture inclusive. De toute évidence, il s'agit d'une doctrine. On le voit avec la première citation que je vous ai envoyée par quelqu'un, Alferat, qui nous dit que le genre n'est pas le seul critère de discrimination sociale, et l'auteur mentionne la cécité, la surdité, la dyslexie, la neuroatypie, l'obésité, la race, la classe, l'origine sociale, la glottophobie, etc. Et l'inclusivisme qui est ici proposé, c'est une langue inclusive est une variété d'une langue standard qui s'en distingue par des procédés langagiers évitant de reproduire des hiérarchies symboliques et sociales associées à des unités linguistiques ou des éléments morphosyntaxiques et fondées sur différents critères de discrimination. Alors, tout est dit, c'est-à-dire quelque chose qui ne veut absolument rien dire sur le plan du raisonnement, mais qui brandit absolument tous les mots essentiels. En fait, le problème dans cette phrase, une langue inclusive est une variété d'une langue standard qui s'en distingue en évitant de reproduire des hiérarchies symboliques et sociales associées à des unités linguistiques. Mais que veut dire matériellement, concrètement, être associé à des unités linguistiques, différents critères de discrimination associés à des unités linguistiques? Alors, on a d'un côté la grammaire, on a de l'autre côté le social. Alors, est-ce que c'est la langue qui discrimine, ce qui voudrait dire qu'elle est dotée d'une forme d'intentionnalité, ou est-ce que ce sont les humains, la société? Mais là aussi, comme principe explicatif, la société, c'est pas très précis. Donc, on voit bien ici qu'on a tout le raisonnement, il est fondé sur le mot associé. Hein, associé à des unités linguistiques. C'est un tour de passe-passe verbal, en fait. Dire ça, c'est en fait avoir recours à un artifice langagier. Et ça, on va le voir, c'est une permanence de l'idéologie. Alors,
Bon, justement, dans ce champ idéologique un petit peu qui a déjà été exploré par les précédents conférenciers, on voit qu'il y a un certain nombre de concepts qui se sont développés et qui reposent en réalité sur la dénonciation et le victimisme. Ça devient des outils disciplinaires pour les sciences humaines qui déclarent, hein, comme par exemple euh, euh, le linguiste qui fait la promotion de la glottophobie, qui déclare vouloir agir dans le champ du social, c'est-à-dire que, mais dans le cadre d'un progrès moral. Donc on a des sciences humaines fondées sur le progrès moral et donc est fondée sur la dénonciation. La phase descriptive et de conceptualisation manque. On a ça aujourd'hui dans tous ces termes, depuis le white privilege, la glottophobie, l'appropriation culturelle, la racisation, etc. On a des termes qui ressemblent aux sciences humaines, mais en fait, c'est du Canada Dry. Ça, ça ressemble à de la conception. C'est la frontière du militantisme, elle est en fait largement dépassée par ces concepts, puisque il y a un glissement paradigme épistémologique analytique et un paradigme moral. On n'est plus dans la description, on est dans la dénonciation. Et c'est ce qui tient lieu de méthodologie. C'est-à-dire qu'on a une vraie régression méthodologique puisque on part du principe qu'il faut dénoncer une injustice. L'inclusivisme prétend nous apprendre à penser correctement, et pour ce contrôle moral, l'inclusivisme imagine qu'il faut une nouvelle langue. C'est évidemment une vieille idée qu'on retrouve chez beaucoup de fous du langage ou de dictatures, c'est que l'orthodoxie passerait par l'orthographe, hein, par le bon lexique. Bref, tout. Alors, le problème, c'est que on le voit bien, c'est que cette problématique, elle est totalement. En gros, jusqu'en 2016, personne n'y pensait, personne n'était sexiste, et maintenant, le simple fait de dire il pleut montre que nous sommes tous sexistes. C'est le nouveau paradigme qui s'est instauré, bref, tout ce qui faisait consensus dans les sciences sociales et dans les sciences du langage relève aujourd'hui de l'ordre moral. Alors, revenons sur un point précis. Qu'est-ce que c'est que le genre parce qu'il y a une grande confusion. Le mot genre est utilisé n'importe comment, précisément pour les confusions qu'il permet de générer. Le genre, en grammaire, c'est une catégorie qui concerne des types de mots sur le plan flexionnel, sur le plan morphosyntaxique. Ça permet de décrire la façon dont les différentes langues vont s'organiser en ayant des familles de mots. C'est une catégorie aussi essentielle à la description linguistique que celle de verbes, de compléments, de sujets, d'agents, etc. Bon. Le genre, c'est ce qui concerne en fait les accords, les pronoms, le nombre. Bon, je ne pourrais pas développer ça aujourd'hui, mais on ne peut pas penser le genre sans penser le pluriel, hein, en réalité. Ni les accords, ni quantité de problèmes connexes. Alors, selon les langues dans le monde entier, il existe plein d'organisations du genre qui ne se réduisent pas à masculin et féminin. On va avoir des distinctions de type distal, proximal, animé, inanimé, d'origine divine ou d'origine humaine, qui rampe par terre mais qui est un peu long et mou. On va avoir des langues qui vont diviser comme ça les existants de façon plus ou moins, enfin de façon extrêmement variée en fait. Alors, l'opposition masculin-féminin, il faut bien voir que, je ne cesserai de le dire aussi, masculin-féminin, ça ne veut pas dire mâle et femelle en langue. C'est juste que l'opposition masculin, déjà, ce n'est qu'une opposition parmi d'autres, et surtout, en fait, l'opposition homme-femme, c'est une opposition prototypique, primitive. Et donc, pour opposer deux types de mots, on a
pris modèle sur l'opposition homme-femme. C'est pour ça qu'on dit masculin-féminin. Ça pourrait s'appeler A et B ou blip et blop, ça serait pareil. Ça décrit simplement des familles de mots. Alors, sauf que, évidemment, ça permet aussi de décrire la distinction mâle-femelle. D'où cette confusion, qui n'en est pas une pour les linguistes, qui n'en était pas une jusqu'à il y a 2 ans, entre genre sur le plan formel et sur le plan sémantique. Oui, masculin-féminin, ça peut désigner des hommes et des femmes, mais selon les langues, ça désignera beaucoup d'autres choses. Bien sûr, le français est un exemple typique de ce qu'on appelle la grammaticalisation, c'est-à-dire que tous les mots ont un genre, même s'ils ne sont pas sexués. Le téléphone n'est pas plus masculin que la pirouette n'est féminine, sur le plan ontologique. C'est purement une marque formelle. J'ai employé le mot grammaticalisation, c'est un terme important. Ça veut dire que, c'est quoi la grammaticalisation? C'est le fait qu'un mot va pas avoir une valeur désignative, mais va avoir une valeur fonctionnelle. Et souvent, la grammaticalisation, c'est justement la perte de la valeur désignative. Un exemple de ça, je sais pas, hein, quand vous dites merde alors, merde n'a absolument pas un caractère dénotatif. Hein. C'est une interjection. Le suffixe abdial mens, hein, mental. Bon, et méchamment voulait dire de façon méchante. Bon, aujourd'hui, c'est un suffixe. On a même justement du sens des mots, parce que c'est précisément comme ça que fonctionne le langage. On n'a pas à penser à ce genre de choses. Hein. Elles sont grammaticalisées aussi dans la mesure où elles sont automatisées. De la même manière, c'est cette espèce de fonctionnement naturel et spontané. Hein. Quand on dit il pleut, on n'a pas de représentation masculine de il. Hein. Et il, contrairement à ce que disent les inclusivistes, ne représente en réalité pas le masculin. Quand on dit ils sont cons au gouvernement, ça inclut tout le monde et surtout, quand on parle d'un gouvernement, on parle de politiciens, on ne parle pas de leur sexe. Quand on dit, tiens, ils ont mis un rond-point ici, il, là aussi, ça désigne quoi? Ça désigne un indéfini. Donc vous voyez que dans il pleut, c'est un impersonnel, ils sont cons au gouvernement, c'est un groupe globalisé, tiens, ils ont mis un rond-point, c'est de l'indéfini. On a déjà 3 fonctions très différentes de il, et qui jamais ne renvoient au sexe. Ça, c'est ce qu'on voit si on fait vraiment de la linguistique, c'est-à-dire qu'on voit le fonctionnement des marqueurs. Il, dans le système de la langue, ne sert pas spécialement, pas toujours, ou selon certaines conditions, à marquer le masculin. Donc, autre dimension importante, justement, qu'il faut maîtriser, c'est ne pas croire que les mots représentent, que les signes linguistiques renvoient à des essences. On pensait le savoir depuis au moins le Cratyle, mais bon, ça, il faut le répéter visiblement. Il y a un problème dans la façon dont les inclusivistes présentent les mots. Ils les présentent comme renvoyant à des essences, comme renvoyant justement à l'essence masculine ou féminine, par exemple. Or, bien sûr, hein, je disais, les différentes langues s'organisent de plein de façons. Eh bien, en général, le genre fonctionne de manière extrêmement complexe, évidemment, comme toutes les catégories linguistiques. Et on ne peut pas réduire ça à une opposition masculin-féminin. On le voit en français.
une brute, c'est plutôt un homme, un mannequin, ça peut être une femme, une andouille, etc., etc. Bref, c'est pas parce que c'est masculin ou féminin, même pour désigner des humains, que la problématique sexuelle serait engagée. Et il n'y a absolument rien à idéologiser dans le fait qu'on ait une vedette ou une recrue. Bon, ça ne relève pas du social, tout simplement. Et donc, de fait, l'inclusivisme a réussi à réduire le genre à la question sexuelle, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, ils ont redéfini le mot genre, à l'aune d'ailleurs de l'anglicisme gender, pour y inclure la sexualité, le ressenti psychologique des individus, etc. Bref, des choses qui n'ont rien à voir avec la grammaire. Ce conceptuel détruit complètement la façon dont on peut parler des phénomènes. Et notamment, je voudrais parler d'un problème qui revient systématiquement, où on nous dit que voilà, la langue influence nos représentations. Bon, je l'ai mis dans l'exemplier, j'ai donné plein de sources. Il est tout le temps question du fait que la langue construit nos représentations mentales, que la langue influence nos représentations, etc. C'est dit de plein de façons différentes, mais c'est toujours la même chose. C'est la langue qui penserait à notre place. Bon. Alors, déjà, un mot sur représentation. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation ? Alors, tant qu'on utilise le mot, ça va, ça fait chic même, on peut dire représentation, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut le définir, c'est un peu plus compliqué, parce que si on regarde les emplois du mot, on va vite constater que, comme tous les mots de la langue, le mot représentation est complètement plurisémique. Quand on parle de représentation politique, on parle d'une délégation, de voter pour quelqu'un qui vous représente, c'est-à-dire qui agit en votre lieu et place. Quand on parle d'une représentation psychologique, souvent il s'agit en réalité du fait qu'on associe une image visuelle à quelque chose. Représentation sociale, représentation psychologique, c'est une nébuleuse d'images, de contenus propositionnels, etc. Une représentation théâtrale, c'est encore autre chose, etc. Bref, le mot représentation, il est polysémique. Et on va le voir, les inclusivistes utilisent le mot représentation dans des sens tout à fait différents. Bon, je passe sur le terme représentation lui-même, qui est intéressant. Hein. Le re n'est pas, le préfixe re ne renvoie pas à de la répétition, c'est en fait la valeur intensive de ce préfixe. Mais très souvent, représentation, ça renvoie à l'idée d'une image visuelle. Alors, et on nous dit, voilà, ce qui est masculin implique une représentation masculine. Si on dit un avocat, eh bien, on n'imagine pas qu'une femme puisse être avocate. Là encore, sur le plan historique et social, c'est très difficile, on parle d'invisibilisation, quand même très difficile d'imaginer que les locuteurs du français ne sachent pas qu'il y a des femmes qui sont avocates. Bon, en réalité, c'est l'emploi générique, hein, quand on dit « tu as intérêt à trouver un bon avocat », eh bien évidemment, il s'agit d'un avocat ou d'une avocate. On est à un niveau indéfini qui ne parle pas des personnes. Hein. Faut que j'aille chez le dentiste, c'est vrai, même si c'est une dentiste. Bon. Là encore, on pourrait en tirer des conclusions sémantiques, mais en tirer des conclusions idéologiques, c'est un autre biais interprétatif. Alors, justement, on nous dit, voilà, par exemple, je crois que j'ai mis dans les citations 9, vous avez l'université de Neuchâtel qui explique dans ses candidatures qu'il faut à tout prix mettre des formes, donc c'est eux qui disent qu'il faut dire une personne et pas un individu pour être sûr. Juste en changeant les mots, scientifiquement, ça ne doit pas être triste. Mais une représentation, elle est parfaitement fausse du point de vue du fonctionnement du langage. Bien sûr qu'on a des représentations, mais
entre ce qu'on va expliciter et ce qu'on va penser réellement, avec tous les guillemets possibles, il y a une grande marge. Si je vous demande quelle représentation vous avez à partir du mot table, spontanément, il y a des chances pour que vous puissiez me donner une définition du mot table, où vous allez imaginer une surface plane dotée de plusieurs pieds. Et si vous êtes un peu philosophe, vous me parlerez de l'idée de table qui est une catégorie abstraite regroupant la variété des tables, petites, grandes, rondes, carrées, bleues, vertes, etc. Sauf que c'est très joli, cette représentation spontanée du mot table. Mais elle est parfaitement fausse. C'est pas du tout comme ça qu'on emploie le mot table. Sinon, comment ça se fait qu'on parle des tables de la loi? Elles n'ont pas un pied, elles ne servent pas à poser, à manger de matière, notable, ni la table des éléments périodiques. Et bien sûr, quand je dis Bernard Loiseau, c'est une bonne table, je ne veux pas dire que ce monsieur ressemble à une table. Hein. C'est comme ça que fonctionne le langage. Nous n'avons aucun problème à utiliser le mot table, y compris quand il ne désigne pas ce que spontanément on croit qu'il désigne. Et le problème, ou plutôt, tel est le fonctionnement du langage, c'est que tous les mots sont plurisémiques. Les lexèmes sont tous hétérogènes. Ce à quoi ils renvoient n'est pas inscrit dans leur apparence, si on veut. Pierre Cadiot parle de voie d'accès pour parler du lexique, en disant que fondamentalement, eh bien, le mot, on va l'utiliser pour construire ce à quoi il va renvoyer, et cela dépend de quantité de facteurs. Or, les inclusivistes, eux, ils veulent que si on dit un avocat, c'est un monsieur, etc. On sait très bien qu'on a des emplois spécifiques, génériques, qu'au pluriel, c'est pas la même chose. Si je dis les avocats, c'est tout de suite pas la même chose que mon avocat, etc. Bon. Bref, le genre grammatical fait partie des propriétés formelles du mot, mais ça n'est qu'un des aspects. Il y a la question du nombre, et bien sûr ce à quoi il renvoie. Pierre Cadiot donne un autre exemple très intéressant, celui du mot étif, une étude magistrale de ça, avec Yves-Marie Visetti. Voilà, on sait tous ce que veut dire le mot école, on n'a aucun problème pour considérer qu'il n'est pas spécialement polysémique, et pourtant, dans tous les emplois qu'on lui donne, il ne renvoie jamais à la même chose. Si je dis que l'école donne sur l'avenue, je parle du bâtiment. Si je dis non, l'école, ça ne lui convenait pas, ça veut dire qu'il n'était pas scolaire. Ce n'était pas l'école, ce n'était pas le bâtiment, bien sûr. Si je dis ce tableau me fait penser à l'école de Pont-Aven, là aussi, ça n'est pas un bâtiment. Quand je dis mon école a gagné tous ses matchs, il ne s'agit pas de l'école, il s'agit de l'équipe qui représente l'école. Si je dis qu'un tel a été à l'école de la rue, là aussi, il n'y a pas de formulaire d'inscription pour cette école-là. Et si je dis que ces idées ont fini par faire école, là encore, le mot renvoie à encore autre chose. D'ailleurs, c'est une saisie beaucoup plus abstraite. Donc, ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce que c'est notre représentation du mot école? Il n'y a pas une représentation, il y a des emplois, et ces emplois ils sont conditionnés par de l'argumentation, par des intentions, par quantité de facteurs qui sont justement la dynamique même de la langue, c'est-à-dire l'usage de la langue par les locuteurs. Pour en finir avec ces questions de représentation, quand on dit à quelqu'un « vous », la forme de politesse en français, personne ne se représente la personne à qui on parle comme étant un pluriel. C'est pourtant la forme du pluriel. Hein. On ne se dit pas, tiens, cette personne, c'est comme si elle était plusieurs. Hein. De la même manière, les formes de politesse en allemand sie ou en italien lei, qui sont féminines, personne ne se dit « oh, je vais être poli avec ce monsieur comme si c'était une dame ». Bon, ça n'est absolument pas le sens de ces marqueurs et ça n'est
pas du tout ce qu'il y a rien à en conclure socialement, là encore, contrairement à ce que les inclusivistes veulent à tout prix faire. Bref, ce que les mots symbolisent, s'ils symbolisent, ce ne sont pas des choses, mais un ensemble de propriétés qui relèvent de la morphologie, de la syntaxe, du lexique, de la culture et de quantité de choses. Et notamment aussi le fait que les signes sont interdépendants les uns avec les autres, ils sont dépendants bien sûr de la syntaxe. Alors, les inclusivistes, eux, ils vont prélever les signes un petit peu comme ils iraient à la pêche dans le dictionnaire, ce qui explique qu'on ait en général chez eux 3-4 exemples qui se battent en duel, qui sont toujours les mêmes et qui sont affectés d'une interprétation assez réductrice et donc en général complètement orientée. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous parler de la méthodologie des expériences qui sont appelées en renfort pour cette idée que la langue construirait nos représentations, sans qu'on sache ce que c'est. Souvent, en fait, dans cette littérature, on va trouver une étude montre que, des expériences ont montré que, etc. Alors, c'est systématiquement douteux, ce genre de formulation. Une étude a rarement une portée si révolutionnaire qu'à elle toute seule, elle nous fasse percevoir une réalité inaperçue. Et prouver quelque chose d'aussi massivement énigmatique, au fond, que ce que les gens pensent en leur fort intérieur, c'est quand même un problème. Donc, des études montrent que c'est déjà mauvais signe. Et surtout, ces études-là, et en général, c'est toujours les 3-4 mêmes qu'on cite, comme elles veulent démontrer l'influence du genre sur la pensée, eh bien, nécessairement, elles ont un biais initial dès le départ. On a souvent, en fait, des tâches plutôt déclaratives, où on va dire, par exemple, vous voyez, on dit spontanément, on dit les gens, ils se représentent le plombier comme étant masculin. Donc, c'est la faute de la langue s'il n'y a pas assez de plombières. Bon, certes, est-ce que c'est pas évidemment l'inverse quand il y aura des plombières fort nombreuses, et bien peut-être que le mot aura des connotations féminines, mais c'est pas confondre le mot, la société et le lien entre les deux, c'est toujours un problème. Souvent d'ailleurs, ces expériences consistent en des exercices. Par exemple, avoir le réflexe de citer un nom de personne, des choses comme ça. Bref, une liste réflexe de noms associés les uns aux autres, ça n'est pas du langage. Ce sont des choses totalement construites. Ça n'est absolument pas la réalité de la pratique langagière. Je cite par exemple une étude, parce qu'elle est souvent citée par les inclusivistes. Vous trouverez ce développement dans le bouquin et les références dans l'exemplier, où on fait des tests, où on demande à des participants de citer des personnalités politiques, des sportifs, des acteurs, en changeant la question. Des fois, c'est une formulation masculine, hein, citer des sportifs, et des fois, c'est citer des sportifs ou des sportives. Et évidemment, c'est quoi la conclusion? C'est que quand on a une formulation inclusive, eh bien, on cite plus de femmes que dans le cas inverse. Conclusion, je les cite, ce résultat suggère que le générique masculin favorise l'activation de représentations masculines. Quelle surprise, quand on attire l'attention sur le féminin, on a une réponse au féminin. Bon, on pouvait le savoir avant de faire l'expérience. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan quantitatif, sur le plan langagier, là encore ce n'est pas une expérience, la forme des réponses, elle n'est pas libre, il s'agit de citer des noms, ça n'est pas une production verbale spontanée, et puis énumérer une liste de noms, ça n'est pas un discours, ça n'est pas une opinion, ça n'est certainement pas une situation verbale naturelle. Bref, ce sont des biais considérables et une expérience de ce type ne prouve rigoureusement rien. Et donc,
Et par contre, au fil de leur expérience, ils ont même découvert justement que quand on demandait un individu typique ou une personne typique d'un groupe professionnel, eh bien, quand ils disaient un individu, ils avaient plutôt des réponses au masculin et une personne, des réponses au féminin. Et il s'étonne et il ne l'explique pas. Bon, ça veut dire que justement, ce phénomène, ce n'est pas le fruit d'une représentation sociale, mais d'une affinité formelle. On vous parle au masculin, vous répondez au masculin. Vous savez, c'est le genre de blague où on fait figurer le mot blanc. Les enfants, ils font ce genre de blague. De quelle couleur est la neige? C'est blanc. De quelle couleur est la chantilly? C'est blanc. Et les vaches, elles boivent quoi? Du lait. Ah ben non, oh là là. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de réponse? C'est un automatisme formel. Ça n'est pas du tout une représentation, ni dans un sens social, ni dans un sens idéologique. Négliger ça quand on fait des études de psycholinguistique, c'est, me semble-t-il, assez grave sur le plan méthodologique. Bon. Je voulais vous donner un exemple, justement, un autre exemple j'insiste sur le fait, sur le plan méthodologique, que dans le cadre de ce type d'expérience, quand on a ce qu'on appelle en définitive une représentation, ça n'est pas une pensée, ça n'est pas un discours, c'est une donnée qui est construite par l'expérimentation elle-même et qui est complètement déconnectée de toute réalité communicationnelle et énonciative réelle. Donc, voilà, ce ne sont pas des vraies données, ce ne sont pas des vraies expériences, et puis surtout, on voit que c'est lié à une formulation. Dire qu'il y a une pertinence psychosociale au fait d'avoir pensé à quelque chose, mais c'est quoi penser à, et qu'est-ce que penser à quelque chose prouve sur le plan idéologique. Bref, j'en viens au mot représentation. Les inclusivistes prétendent que les mots représentent des choses sur le plan cognitif, sur le plan des images, alors qu'on voit bien c'est faux, on ne sait pas ce qu'on pense la plupart du temps. Et ils pensent aussi que les mots représentent les gens, au sens délégation politique. C'est-à-dire que s'il y a du féminin, ça représente les femmes. C'est-à-dire que c'est comme si le signe était l'envoyé des femmes, que le signe féminin désignerait les femmes et serait aussi le représentant des femmes comme catégorie socio-symbolique. Alors, c'est faux sur les deux plans, mais surtout, ça ne peut pas être les deux. C'est encore une fois un artifice de langage, mais qui a un effet déontique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on part de ce principe-là, eh bien, on exige que les locuteurs s'occupent des signes comme s'ils étaient des humains. Il faudrait donc choyer les mots féminins comme on prétendrait avoir des égards sur le plan de l'égalité, de la justice, voilà, pour les signes comme pour les humains. Ça n'est ni plus ni qu'une forme d'animisme. C'est croire, c'est un animisme bien sûr sophistiqué, pour intellectuels vertueux, mais qui est une forme aussi d'idolâtrie. On idolâtre le signe E comme si le E était la femme. Et je parle sérieusement quand je parle de croyance, d'idolâtrie et d'animisme, puisque ce sont des gens qui, à partir de ce genre de description, veulent modifier la société, modifier la langue et forcer les gens à parler selon leurs croyances, selon leur interprétation. Pour donner un exemple flagrant de cette grande crise méthodologique qui affecte les linguistes, je voulais vous donner cet exemple qui est le numéro 2 dans l'exemplier, qui est tiré d'un ouvrage très en vogue, très cité, et qui concerne les putes et les coiffeurs. Vous aurez peut-être lu ça quelque part, mais vous avez donc Maria Candela et Laëlia Véron qui disent qu'il ne faut pas dire. En fait, elle milite pour qu'on puisse dire aller au coiffeur et non pas aller chez le coiffeur, parce qu'elle trouve ça discriminatoire avec le fait d'aller aux putes. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais je pense qu'il faut vraiment regarder comment elles raisonnent. Ce sont des linguistes, elles sont docteurs en linguistique, professeurs, elles enseignent à l'université, et elles nous disent
Quand nous voulons bénéficier d'une coupe de cheveux, nous ne nous rendons plus au domicile du coiffeur. Pourquoi alors vouloir préserver l'emploi archaïque de chez suivi d'un nom de métier? Peut-on citer une règle grammaticale qui justifie cela? euh, euh, Le sens de la préposition chez se trouve fortement malmené lorsqu'on l'utilise pour désigner des endroits qui ne servent de domicile à personne. Il paraît bien plus logique et clair de dire je vais au coiffeur dans sa boutique et pas chez lui. Euh, alors pourquoi continuer à prôner chez le coiffeur? Le maintien de cet usage archaïque est surtout un abus de langage. Sa seule utilité est symbolique et sociale. Faire preuve ou non de respect envers la personne désignée. Euh, Bon, alors je ne savais pas qu'il y avait du respect dans aller chez le coiffeur, mais bon. On va regarder ça de près, parce que, encore une fois, ça passe pour être de la linguistique produite par des chercheurs qui enseignent dans les universités. Or, sur le plan du raisonnement, sur le plan de la méthode et sur le plan des conclusions, on a quelque chose de totalement aberrant. Et je dirais pour n'importe qui, tout le monde s'en rend compte. Il y a un mélange, bien sûr, de prescriptivisme. Hein. On nous dit, oh là là, il n'y a pas de règles qui disent ça, et en même temps, on veut imposer une règle. Bon, alors il faudra savoir, c'est les règles qui décident ou pas? Ben, là encore, on a une antanaclase, on emploie le mot règle, un coup au sens de règlement, c'est-à-dire obligation, et un coup règle au sens de mode de fonctionnement. Cette confusion-là fait que le discours est totalement incohérent déjà. Bon. Surtout, du point de vue de la méthode, pour un linguiste, ça, c'est absolument aberrant. Prendre une expression sans qu'elle figure dans un énoncé complet, sans qu'elle figure en réalité dans une phrase, sans qu'elle ait été prononcée, sans qu'il y ait un contexte, tout simplement, ça pose problème. Alors, ça pourrait ne pas poser problème parce qu'on peut donner des exemples décontextualisés, ça c'est tout à fait faisable. Mais ici, on postule une intention, le fait de marquer le respect. S'il y a une intention, il faut bien qu'il y ait un sujet. Et cette intention subjective ne peut pas exister dans une expression présentée de manière non contextualisée. Et puis surtout, marquer le respect. En quoi dire chez, c'est marquer le respect. C'est pas démontré du tout dans leur raisonnement. On voit, si je dis oh, j'ai pas envie d'aller chez l'autre connard, je vois pas en quoi c'est marqué du respect. Bon, bien sûr, hein, aller au pute et aller chez le coiffeur, la question enfin, faire comme si c'était les prépositions qui étaient problématiques et pas l'axiologie des mots, sur le plan méthodologique, c'est une aberration. Mais surtout, dans cette description, en fait, chaque mot de leur description est quasiment faux. On dit pourquoi vouloir préserver? Mais vouloir, quel est le sujet de vouloir? Qui c'est qui veut? Il n'y a personne qui veut introduire une volonté, là, c'est ne pas comprendre ce que c'est que de parler, tout simplement. Il n'y a personne qui décide, qui oblige. Et surtout, si on travaillait sur corpus, on se rendrait compte que, de fait, on dit bel et bien aller au coiffeur, et on dit aussi aller chez le coiffeur, mais pas dans les mêmes contextes. On va trouver des énoncés de type bon, alors je vais à l'épicerie, au boucher, au coiffeur, à l'essence, bon, etc. Et évidemment, quand c'est des lieux, à ce moment-là, on va trouver aller au coiffeur, plutôt dans les énumérations. Ce sont des énoncés familiers, ceux-là, mais surtout, on les trouve. Ça veut dire qu'il y a une différence entre chez et à. Et si on fait de la linguistique, on va vouloir regarder aller à et aller chez, comment ça se distribue, dans quelle colocation, avec quel complément, etc. etc. Et notamment, on distinguerait le fait que le complément peut être une activité ou un lieu. Hein. Aller chez le coiffeur, ça me barbe, c'est une activité. Je vais au supermarché et après au coiffeur, c'est un lieu. Et ce n'est pas la même préposition. Donc ça, ce sont ça, c'est pas de la normativité, c'est le constat de la façon dont fonctionne la langue. Et alors, autre défaut, parce que
je vous l'avais dit, on fera un petit peu de grammaire de base, mais c'est la méthode pour savoir ce que veulent dire les mots. Eh bien, on voit bien que aller à n'est pas du tout étudié comme une unité syntagmatique. Aller à plus complément de lieu comme focus ou aller à plus un autre type de complément, c'est pas la même chose. Dans aller au contact, aller à la catastrophe, etc., il n'y a pas vraiment de déplacement, bien sûr. Et on va avoir des saisies comme ça, intentionnelles, aller au contact, aspectuelles, aller à la catastrophe, ça veut dire que ça va bientôt arriver, c'est temporel en fait, ce A, etc., etc. Ça dépend du complément, mais ça dépend aussi de tout un tas de facteurs pragmatiques. Hein. Aller à l'église, ça n'a pas le même sens dans il est très pieux, il va à l'église tous les dimanches, et dans pour mon jogging, je vais à l'église et je passe par le cimetière, je fais le tour du lac, etc. Aller à l'église n'a pas le même sens dans ces deux énoncés. Donc, aller à des fonctionnements qu'il faut étudier pour eux-mêmes. Et continuons, parce qu'elles évitent, en fait, dans cette analyse, toute analyse linguistique et sémantique précise. Elles postulent, par exemple, que chez veut dire au domicile de quelqu'un. Bien sûr, quand je dis chez Jean Kelevitch, la profondeur de la pensée rejoint l'élégance du style, ça veut dire dans son salon, bien sûr. Chez les universitaires, il y a une tendance au militantisme, ça veut dire dans leur maison, bien sûr. Bon, etc. Hein. Bien sûr que chez n'indique pas un domicile. À l'origine, oui, chez vient de casa, bien sûr. En latin, c'est une grammaticalisation, justement. Casa, ça désigne une maison, et puis ça finit par devenir une préposition. C'est un exemple type de grammaticalisation. Au passage, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste le fait que chez doit être suivi plutôt d'un nom de personne que d'un lieu. Et c'est pour ça qu'on a une alternance comme aller chez le boucher, mais aller à la boucherie. Bon, là, on ne voit pas ce que viennent faire les putes là-dedans, on ne voit pas pourquoi il y aurait une discrimination envers qui que ce soit. On voit d'ailleurs aussi que le mot maison, contrairement à ce qu'elles disent, ne signifie pas au domicile de, mais c'est utilisé justement pour les établissements commerciaux. Hein. Mariage frère, maison de thé. Hein. Ou c'est une maison correcte ici. Quand vous dites maison, c'est évidemment au sens d'établissement commercial. Bref, comme on voit, aller chez plus métier, aller chez plus commerçant, aller à, etc., ça a des fonctionnements en langue qui ne sont pas du tout ceux qui sont décrits, ou plutôt qu'évitent de décrire les militants. Donc, bon, et puis je passe sur, mais il faudrait, enfin, il y a de quoi faire plusieurs thèses hein, sur les verbes de déplacement, leur grammaticalisation, etc. Mais aller au plus un complément, souvent, ça désigne justement une activité. Aller aux champignons, aller au sport d'hiver, aller au champ ou aller aux putes, eh bien, c'est évidemment du même ordre. Il ne s'agit pas d'un lieu, mais d'une activité. Quand vous allez à la pêche, ça n'est pas un lieu, la pêche, c'est une activité. Bon. Alors, l'idée qu'il y a un jugement négatif qui, par ailleurs, pèserait sur les femmes, c'est absurde de l'imputer à la grammaire. Hein. Si je dis « j'adore aller aux putes », où est-ce qu'on voit de la négativité hein? Et ce n'est pas la préposition qui peut être porteuse d'une négativité de cet ordre. Donc, ce sont des défauts méthodologiques élémentaires qui sautent aux yeux de tout le monde, bien sûr, mais, et puis bien sûr, il y a un rapprochement complètement arbitraire entre deux expressions. Pourquoi deux expressions auraient-elles un lien l'une avec l'autre? Et puis, si on veut aller encore plus loin, et cette fois-ci dans l'analyse sociologique, faut-il vraiment leur faire remarquer que quand on va chez le coiffeur ou au coiffeur, le coiffeur, c'est souvent une coiffeuse. C'est quand même aussi un problème de confondre, là encore, le commerce et la personne. Donc,
on ne voit vraiment pas où aller chercher du masculinisme dans ce match lexical entre coiffeuses et prostituées. C'est complètement aberrant du point de vue du raisonnement, du point de vue des conclusions, du point de vue de toutes les sciences du langage. Et pourtant, cet ouvrage a été encensé par des journalistes, mais aussi par des linguistes. Encore une fois, au nom de son positionnement idéologique, en réalité. Donc, bon, je passe sur le fait qu'on a affaire à une très très grande confusion entre des jugements que Aristote distinguait entre jugement analytique et jugement dialectique. Jugement analytique, c'est celui qui se fonde sur un état de fait. Jugement dialectique, c'est celui qui se fonde sur une interprétation. Et on a systématiquement des confusions dans l'établissement des faits. Et si on regarde la méthode, enfin, non pas la méthode, mais le discours en fait inclusiviste, eh bien, on est face à une grande absence qui est celle justement de la construction des problèmes. C'est le linguiste Antoine Cuglioli qui rappelle qu'il faut, pour pouvoir résoudre quoi que ce soit, construire des observables. Je le cite, pas de linguistique sans observation profondément détaillée, pas d'observation sans théorie des observables, pas d'observables sans problématique, pas de problématique qui ne se ramène à des problèmes, pas de problème sans la recherche de solutions, pas de solution sans raisonnement, pas de raisonnement sans système de représentation métalinguistique, pas de système de représentation métalinguistique sans opération, et en particulier sans catégorisation. C'est exactement tout ce que ces militants ne font pas. Dire que la grammaire est porteuse de domination patriarcale, ça n'est pas un observable, ça n'est pas un phénomène, c'est une pétition de principe. On peut trouver que c'est une injustice sociale de dire « il pleut » plutôt que « elle pleut ». Bon, mais ça n'est rien d'autre qu'un sentiment personnel. Ça ne peut pas être un fait, ça ne peut pas être un phénomène. Ça se construit un phénomène à partir de catégories universalisables, réfutables. Il faut pour ça des hypothèses, des objectifs, des données. Or, tout cela manque. On a systématiquement des expressions, des exemples, le mot représentation, le mot patriarcat, et on voit le biais de confirmation à l'œuvre dans tous ces raisonnements, puisque ne sont prélevés que des faits disparates, non contextualisés, non problématisés, et qui tiennent lieu de preuves. C'est typiquement une pensée frauduleuse qui est fondée sur l'incantation de ce que Milner appelait les maîtres mots. Patriarcat, bien sûr, mais on a également le mot androcentrique ou androcentré. Là encore, ça fait partie de ces concepts. Est-ce que c'est descriptif ou est-ce que c'est une dénonciation ? En quoi le fait d'être centré sur quelque chose constituerait-il un problème ? Alors, c'est une accusation qui n'est jamais démontrée. Il faudrait, par exemple, si on voulait faire de la linguistique, pour conclure à l'androcentrisme d'une structure linguistique, eh bien, il faudrait développer un protocole de recherche. Comment estimer la valeur d'un mot, la proportion d'androcentrisme d'un mot, comment établir des proportions statistiques prouvant le sexisme, à partir de quelles propriétés, qu'est-ce que c'est que le sexisme pour une structure de signes, etc. Ça serait construire un observable et ça serait avancer dans la définition d'un problème. Alors, en fait, on se retrouve face à quelque chose que Gérald Bronner a décrit récemment. Je vous le cite, il est dans l'exemplier. Il dit « Le grand danger qui pèse sur la sociologie est d'emprunter la pente savonneuse qui mène du biais d'agentivité à celui du finalisme. » De croire qu'il y a toujours quelqu'un qui veut que quelque chose arrive et que donc il y a toujours une intention derrière. Et il poursuit, il dit « Inutile de revenir sur les conclusions métaphysiques auxquelles peut aboutir ce type de raisonnement, puisque le finalisme a été combattu et partiellement vaincu dans toutes les sciences de la nature. Mais en sciences sociales, il règne parfois comme un maître subreptice.
on voit applaudi des modes de raisonnement cherchant le sens des inégalités, de violences symboliques ou physiques, en les attribuant à des entités collectives comme l'État, le pouvoir, la classe. Qu'on dote, sans trouver cela problématique, d'une forme de conscience, de réalité psychique. Pour masquer l'incommodité intellectuelle évidente qui consiste à attribuer des intentions à des entités collectives, beaucoup d'auteurs ont pris l'habitude de dire et d'écrire « tout se passe comme si ». Et il conclut, cette pensée critique n'est dans ses expressions les plus caricaturales pas très loin parfois d'une pensée conspirationniste qui cherche à trouver les responsables des malheurs du monde. Eh bien, effectivement, c'est ce qu'on trouve, comme disaient les inclusivistes, c'est que c'est toujours la faute du patriarcat. Depuis les déclinaisons jusqu'à l'impersonnel, tout se passe comme si c'était le patriarcat qui avait décidé. Sauf que le langage étant incréé, c'est difficile de trouver quelqu'un qui aurait inventé la langue, comme si les hommes avaient inventé la langue pendant que les femmes étaient à la cuisine, j'imagine. Ils ont fait ça en douce. Et de fait, qu'est-ce qu'on trouve chez les inclusivistes? On trouve de manière récurrente l'idée que la langue a été produite par les grammairiens. Tout est la faute à Vaugelas, en fait. Comme si, à l'époque de l'illettrisme, les gens apprenaient le français grâce à Vaugelas, bien sûr. Comme si il y avait voilà, des masculinistes qui s'étaient réunis pour créer le français. Monsieur Bled, Monsieur Vaugelas, Monsieur Grévis, sans doute. Comme si la langue était produite par les grammairiens. Et on trouve explicitement Eliane Viennot, par exemple, qui, moquant mon collègue Xavier Laurent Salvador, dit « Mais croit-il donc que la grammaire est tombée du ciel ?» Elle pense vraiment qu'il y a des gens qui l'ont inventée. Là encore, elle confond grammaire au sens description des règles dans les ouvrages scolaires avec règles de fonctionnement virtuelles qui sont celles de la langue. Donc, on a affaire à ce grand fatras méthodologique qui devient facilement métaphysique, en fait. On en vient à l'idée que, voilà, si le générique est du côté du masculin et le spécifique du côté du féminin, eh bien, à ce moment-là, déjà, on ne voit pas pourquoi ça serait une injustice, mais on oublie que cela n'a aucune conséquence au sens de causalité, même si c'était vrai. Admettons que, voilà, le masculin se pense comme universel et le féminin comme spécifique. Déjà, ce n'est pas un fait, c'est une interprétation anthropologique, bon, mais ça n'est pas un fait, ça n'est pas un phénomène. Et surtout, ça prouverait l'inverse des revendications inclusivistes. C'est que, justement, même si on partait de ce principe anthropologique primitif, eh bien, ça n'empêche pas le fait qu'on a une diversité de sociétés, de religions, de systèmes philosophiques, de lois qui montrent bien que ça n'est pas la langue qui fait la société. En fait, même s'ils ont raison, ça ne fait que prouver qu'ils ont tort. C'est ça le paradoxe de ces postulats désordonnés. Si jamais il s'agissait vraiment d'une tendance anthropologique primitive, eh bien, justement, les systèmes linguistiques n'ont eu de cesse de remodeler, de complexifier, de grammaticaliser cette bipartition sexuelle. Ce qui prouverait justement que la grammaticalisation du genre, ça démontrerait le contraire de ce que les inclusivistes croient découvrir, c'est-à-dire l'effacement de l'opposition sexuelle au bénéfice d'un système purement formel. Et bien sûr, il n'y a pas de... toutes les langues vont avoir des phénomènes de regroupement qui ne correspondent pas à cette lecture idéologique. Qu'en latin, agricola, nauta ou poeta, donc que l'agriculteur ou le marin soit féminin et qu'une brute soit un homme en français, eh bien, c'est irréconciliable avec ce manichéisme idéologique. Donc, et ça explique, je parlais d'une dimension frauduleuse du raisonnement. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Gérard, d'ailleurs. Encore. Ok. Bon. Ça laisse penser que
il y aurait du pouvoir en jeu. Or, c'est précisément ce qu'on trouve, vous le verrez dans l'exemplier, hein, il y a des linguistes qui parlent de prise du pouvoir en changeant la langue. Alors ça, c'est un horizon social euh, que je ne vais pas traiter, mais on va avoir cette dimension qui verse aujourd'hui dans le sectarisme, euh, dans des pratiques qui n'ont aucune forme de consensualité sociale. Vous verrez dans les exemples, vous avez par exemple tel directeur qui se présente comme directrice. Jean-Michel Machin, directrice du département. J'ai vu dans des comités de sélection Pierre Dupont, présidente. Voilà. Parce que, ils appellent ça le féminin générique, mais là aussi, c'est un usage complètement aberrant. Il s'agit d'une personne. Alors, autant, justement, quand on a une valeur spécifique, eh bien, c'est plus du générique. On a cette alternative, soit masculin, soit féminin. Euh, mais cette façon de vouloir à tout prix montrer son engagement fait qu'on en vient à parler de façon tout à fait aberrante, avec des effets d'éthos. Hein. L'éthos, vous savez, c'est la présentation de soi. Et donc, je lisais récemment un texte de Judith Butler parlant du Covid-19 pour dire que là aussi, évidemment, il y avait des inégalités, etc., notamment envers les trans, les queers, etc. Pas envers les diabétiques, les gens qui ont de l'hypertension, les gens qui ont dépassé un certain âge, etc. Elle choisissait des facteurs sociaux plutôt que médicaux comme inégalitaires. Là encore, sans aucune forme de données, sans aucune autre preuve que cet effet de déclaration. Mais elle le peut puisqu'elle est Judith Butler. Et cet effet d'éthos, le fait de pouvoir proférer certaines choses parce qu'on est quelqu'un, c'est aujourd'hui un des moteurs de la diffusion ce militantisme, et notamment parce il se drape dans cette posture de dénonciateur, de lanceur d'alerte, bref, de marginal. Alors que ce sont des gens qui, évidemment, sont plutôt en position de pouvoir que de marginalité, qui tiennent ces discours. Mais parce qu'ils introduisent une causalité morale dans tout fait social, hein, comme c'est ce que disait un petit peu Bronner, en fait, on a une lecture où tout est, comme je le disais tout à l'heure, tout est sexuel et tout est patriarcal, et c'est ça qui cause des inégalités. Et donc, il y a toujours un biais, un moment où il y a eu l'introduction d'une causalité et qui verse dans le complotisme. En fait, c'est toujours une forme de intelligent design. Il y a toujours quelqu'un qui veut que ça se passe comme ça. C'est une forme de créationnisme social. Il faut toujours que tous les phénomènes puissent être ramenés à une volonté initiale. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils sollicitent autant les grammairiens. Alors évidemment, au lieu de la main de Dieu, c'est la main de l'homme blanc. Hein, c'est toujours. Mais c'est une déification causale qui relève de la croyance. Et c'est pas pour rien que ça génère des comportements sectaires avec cette ambition donc de prendre le pouvoir. C'est ce qui est annoncé hein, dans ces travaux. On conviendra que ça n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait de la description scientifique. Et on a... alors, bon, je ne peux pas... j'avais prévu de passer un peu de temps sur les exemples que j'ai donnés, mais ça serait vraiment beaucoup trop long. Il faut juste en retenir que tous comment dire, ces discours reposent sur un malentendu. Je parlais de créationnisme et d'intentionnalité. En fait, l'activité de langage, elle est tout à fait différente. J'ai fait allusion tout à l'heure en parlant de représentation. Le langage, c'est bien plutôt quelque chose, je cite Cuglioli, il parle d'une rationalité souterraine de l'activité langagière. C'est-à-dire que quand on parle, ce qu'on fait, c'est de choisir
40 centisecondes de pause pour délimiter des segments. Et choisir 20 centisecondes de pause pour respirer. C'est choisir A plutôt que de. Ça n'est certainement pas... c'est ça qu'on fait quand on parle. Et c'est certainement d'aller chercher de l'idéologie. C'est pour ça que Culioni parle d'une rationalité enfouie, silencieuse, sans raisonnement lié à une pratique de confrontation publique. Pour citer Wittgenstein, il disait autrement, le langage ne provient pas d'un raisonnement. Et Culioni parle d'épilinguistique pour cette espèce de savoir dont on n'est pas conscient, mais qu'on pratique pourtant, de la même manière finalement que nous savons nous servir de notre corps sans être professeur d'anatomie. Et c'est inconscient comme c'est inconscient du corps, l'inconscient du langage est d'une nature particulière. Si ce n'est pas le cas, les linguistes seraient au chômage. Or, justement, c'est le travail du linguiste de mettre au jour ces phénomènes. Je cite Benveniste pour ça. Il dit, pour le sujet parlant, il y a entre la langue et la réalité adéquation complète. À vrai dire, le point de vue du sujet et celui du linguiste sont si différents à cet égard que l'affirmation du linguiste quant à l'arbitraire des désignations ne réfute pas le sentiment contraire du sujet parlant. Et c'est ce qui se passe avec les inclusivistes. Vous pouvez leur expliquer comment fonctionne la langue. Ils ne veulent pas y croire parce que pour eux, un avocat, c'est un homme. Bon, alors que ça peut tout autant être un fruit. Donc, ce divorce entre la conscience du locuteur et la réalité de l'usage, ça fait partie justement de la pratique de la langue. Alors, quand on regarde les textes de ces linguistes, il y a des choses très très élaborées sur le plan théorique. Je me suis plongé un petit peu dans les numéros de GLAD, etc., de toutes leurs publications, et il y a des choses qui ont l'air tout à fait convaincantes, et quand on regarde de près, on s'aperçoit que tous les mots sont employés dans des sens très mal maîtrisés, les citations qui sont faites de grands linguistes sont mal comprises. Bref, si on fait un travail de lecture comme on le ferait quand on relit une thèse d'un étudiant, eh bien, on constaterait que ça ne tient pas la route, tout simplement. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec un réseau qui s'appelle genre, sexualité, langage, avec des pluriels à genre, bien sûr. Enfin bon. Quand vous avez ce genre d'appellation, genre, sexualité, langage, ça veut dire que le mot genre, il n'est pas dans une acception linguistique. Il est forcément, en fait, il est explicité par le mot sexualité qui est redondant avec genre. Et en fait, le chapeau langage, c'est un faux-né épistémologique, puisqu'il s'agit de parler de sexualité. Il ne s'agit pas de parler de linguistique. Et en fait, un titre comme ça, c'est déjà un discours qui mélange des concepts, des thématiques, et qui, en fait, fait un lien, et c'est un mot qui revient, le mot lien, association, etc. Ce lien-là, on ne sait pas de quelle nature il est. Évidemment, parler d'un lien entre sexualité et langage, par exemple, ou de représentation ou d'incidence du langage sur le sexe, etc., c'est une fausse évidence et en même temps c'est un paradoxe et qui est parfaitement naturel. Ontologiquement, l'humain vit dans le langage et il est dans la nature du langage d'être une construction de sens qui porte sur l'ensemble de la vie. Donc, par définition, le langage est métasocial, métapolitique, méta-ontologique, méta tout ce que vous voulez. Bref, on peut mettre langage à n'importe quel réseau, n'importe quel titre de thèse, n'importe quelle publication, on aura l'impression qu'on en dit quelque chose, alors que, en fait, je vous donne la recette, si vous voulez, vous prenez un concept à la mode, une thématique, vous ajoutez le mot langage, et vous avez racisation, sport, langage, ou décolonialisme, médecine, langage, invisibilisation, altérité, langage, bref, etc. Je vous laisse le kit, c'est cadeau. C'est ce genre d'artifice rhétorique, là encore, qu'on trouve en permanence et toujours articulé
alors là, je renvoie à tout ce qu'a décrit François Rastier très très bien. L'obscurcissement heideggerien, c'est exactement, on est dans cette lignée-là. On a des néologismes alambiqués qui vont euh, déguiser, en fait, par leur prétention stylistique, la vacuité logique. On va parler d'androphonocratie, par exemple. Bon, on accumule les préfixes, les suffixes, etc., et on a l'impression d'avoir conceptualisé quelque chose. Bon, là aussi, je vous renvoie à l'exemplier. Je vous cite parce que c'est drôle finalement. L'androphonocratie signe la méprise d'une écriture absorbée dans la conception représentationnaliste comme dans le réseau de causalité lui déniant toute efficience propre. Elle signe aussi la méprise d'un féminin absorbé dans des rapports sociaux de genre grammatical comme dans le réseau de causalité lui déniant toute autre présence que fléchie. Si vous avez compris quelque chose, moi j'ai travaillé sur ces 3 lignes pour essayer de comprendre. Ça veut dire que le féminin, il a une terminaison. Voilà, et que du coup, c'est méchant parce que ça singularise la femme. Bon. Vous inquiétez pas, on peut dire exactement l'inverse dans le même jargon, ça passe inaperçu. Rien ne veut dire quoi que ce soit là-dedans. Des rapports sociaux de genre grammatical. C'est quoi un rapport de genre, un rapport social de genre grammatical? C'est quoi un féminin, etc. Il n'y a pas un seul de ces mots qui ne soit falsifiable. En fait, il y a une vraie ostension du jargon qui a un effet d'intimidation et en même temps qui laisse paraître que tout ce qui est dit est prouvé scientifiquement. Donc il y a l'intimidation, l'obscurcissement, mais aussi ça joue un rôle éthique. Je ne peux me retenir de citer François Rastier. Il le dit, l'ésotérisme ne résulte pas de la clôture sectaire, mais la constitue en recrutant ses membres à venir. Ils veulent pénétrer le langage obscur qu'ils croient leur être destiné et dont ils s'emparent dès que le maître leur reconnaît la dignité d'appartenir à une élite. Bref, l'adresse d'un propos obscur reste un moyen majeur de l'emprise. En gros, même quand on ne comprend pas, du moment qu'on repère le mot patriarcat et androcentrisme, on sait ce qu'il faut répéter et on sait où on va et où on se positionne sur le plan, en fait, narcissique, parce que c'est ça. Or, si vous lisez tous ces textes, en réalité très approximatifs sur le plan intellectuel, eh bien, ce byzantinisme remplace la démonstration. On parle par exemple, ça je cite quand même Luca Greco, qui parle de enfin faire des corps des objets linguistiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire d'un corps un objet linguistique? Enfin, c'est quoi un objet? Que veut dire un objet linguistique? Enfin, un objet de discours et un objet au sens courant, objet ici n'a évidemment pas le sens de choses solides, maniables et généralement fabriquées que lui donne le TLF. Faire des corps des objets, ici, ça veut juste dire parler d'eux, quand même. Il faut en avoir conscience. Et cet obscurcissement que j'appelle philosophare confère une dignité au discours. Mais encore une fois, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas d'observable, il n'y a pas d'objectif dans la recherche parce que on a une imprécation qui remplace le raisonnement. Alors, transformer les corps en objets linguistiques, en fait, ce qu'on voit dans tous ces discours, c'est que le mot langage sert à unifier, à donner une dignité philosophique. Et puis, on ne risque pas de se tromper, puisque tout relève du langage. Ou du social d'ailleurs. Tous les grands mots ont les maîtres mots ont cet effet. Et on a souvent d'ailleurs, donc les représentations mentales, c'est la langue, etc. Le c'est, c'est la copule existentielle, va permettre des assimilations totalement frauduleuses. On peut dire le politique, c'est la langue, la science, c'est la langue, la sexualité, c'est la langue, être, c'est parler. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce sont des grandiloquences qui ne relèvent pas du raisonnement. Et par contre, invoquer le langage systématiquement comme causalité,
eh bien, c'est précisément en fait céder aux séductions du langage qu'on prétend dénoncer. Euh, c'est une forme permanente en fait d'hypostase. Dès qu'on parle de quelque chose, on postule que parce qu'on l'a dénommé, ça existe. Euh, bon, je vais essayer de conclure maintenant, mais tout ce fatras d'approximations théoriques et descriptives qui aujourd'hui passe pour une pensée critique euh, doit beaucoup en fait à la philosophie de la déconstruction, euh, à une forme d'heideggerisme larvé qui, on le voit bien, vise la destruction de la rationalité au bénéfice de la célébration identitaire. Et là, on est vraiment aux sources du projet heideggerien. Euh, Sauf que ça passe pour une attitude critique. Mais au lieu d'être une méfiance salutaire envers le langage, c'est la destruction du langage. Ce qu'on a appelé le linguistic turn, hein, ce tournant linguistique dans les années 60, ça ne s'est pas sorti d'une conscience des pièges de la sémantique, d'une attitude de vigilance critique réelle, envers notamment la séduction des concepts. Ça a plutôt abouti à la célébration de la destruction du langage. Hein. Ça aboutit à une bouillie verbeuse, jargonnante, qui considère que finalement, voilà, delenda est lingua, il faut détruire la langue, et tout étant construit, tout peut se déconstruire. Alors, évidemment, on découvre la Lune quand on dit ah, il faut déconstruire, tout a été construit arbitrairement. Ben oui, c'est le propre du langage, c'est le propre des sociétés que de reposer sur des modes de fonctionnement, des normes, etc. Donc on découvre la Lune, mais non pas avec discernement, mais plutôt avec acrimonie. Et alors, justement, Lévinas, dans son commentaire, une de ces quatre lectures talmudiques, celle qui s'appelle la tentation de la tentation, il dit la tentation de la tentation, c'est la tentation du savoir. Il décrit le savoir sèchement rationalisant, celui de la philosophie qui veut tout savoir de tout avant d'agir. Et il dit voilà, le savoir est précisément cette impitoyable exigence de ne passer à côté de rien et de n'agir que quand on sait tout. Ça, c'est la rationalité philosophique occidentale, dit-il. Et cette façon d'envisager le savoir de manière absolue s'averse dans cette déconstruction qui est en fait un soupçon permanent, un positivisme un peu devenu fou, où le savoir fonde la morale, sauf que ce qu'on croit savoir est faux. Et non seulement il est faux, mais il ne provient que de son désir, que du narcissisme social dont on bénéficie en dénonçant, puisqu'on est dans un ordre social où la rébellion et la dénonciation valent en tant que posture pour justification. Alors, pour résumer les défauts épistémologiques de l'inclusivisme, il y a tout, déterminisme, confusion entre le mot et la chose, entre métalangue et référence, anthropomorphisme, et c'est ce qui montre que l'inclusivisme est devenu une doctrine, un dogme, une croyance, avec des effets sociaux, puisque la langue est, en fait, c'est un syllogisme. La langue est sexiste. L'écriture inclusive rectifie le sexisme. Les gens qui s'opposent à l'écriture inclusive sont sexistes. Et à partir de là, il faut les combattre, il faut les exclure. Cette doxa produit du coup une situation évidemment complètement manichéenne, mais aussi agonistique. C'est une moraline qui dégénère en exclusion et bien sûr, qui crée aussi, qui fortifie l'engroupe, pour parler comme les sociologues, puisque l'inclusivisme, c'est à usage interne, c'est pour montrer qu'on partage le même socle idéologique. On arbore le signe féminin, comme on pouvait dire à certaines époques camarades ou citoyens, ou
tendre mollement le bras pour saluer le Führer. Voilà, c'est un signe qui montre qu'on est comme tout le monde, on fait pareil que tout le monde. L'inclusion orthographique, en fait, elle marque l'appartenance à une orthodoxie, ni plus ni moins. Bon, elle se présente comme lion, mais c'est devenu en réalité une forme de dogme qui impose une grille de lecture dont le socle est en fait constitué de confusion intellectuelle grave. Le problème, ça serait sans conséquence si ça n'avait pas tendance à devenir un outil de suprématie politique. Et c'est bien pour ça que je prends le temps de rappeler certains fondements méthodologiques des sciences du langage. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Si vous Merci me beaucoup, permettez. Jean. Merci. Merci, vraiment. C'est vraiment très bien. Merci. Alors, premièrement, toutes les questions que vous voulez poser, n'hésitez pas, vous les mettez sur la bande, hein, vous regardez et vous posez toutes les questions par converser. Hein. Vous regardez, conversez, vous posez les questions, elles vont apparaître sur la bande latérale droite de votre écran et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Moi, merci de cet exposé tout à fait non seulement savant, mais en même temps extrêmement mobilisant. Parce que j'ai mobilisant à la fois, je dirais, contre l'inclusivisme, mais en tout cas en alerte, mais mobilisant autrement, parce que au fond, sur ce segment et avec la façon dont tu lui opposes la rationalité savante du grammairien et du linguiste, ça décrit en fond la question de la psychopathologie du fanatisme. Mmh. Et c'est ça que ça appelle. C'est-à-dire que ça donne un tas de repères, de signaux, de symptômes, de mécanismes qui sont ceux insuffisamment explorés, il me semble, de la psychopathologie du fanatisme. C'est une forme de fanatisme aussi qui est autorisée socialement et qui, justement, crée un bénéfice social. C'est-à-dire que, et c'est bien le problème, c'est que dénoncer des gens qui sont scientifiquement des charlatans, ça n'est pas possible parce qu'ils ont une posture morale qui, elle, est consensuelle. Et on voit bien le problème, justement, de la rationalité. Ça prend beaucoup moins de temps de dire la langue est sexiste que de démontrer le contraire. Démontrer le contraire, c'est long et laborieux, c'est compliqué, et donc il y a des effets effectivement de ralliement qui sont d'autant plus faciles que ça soit sur un consensus social. Personne n'est contre les femmes dans la société. Y a même pas, on voit même pas d'ailleurs à quoi ça s'opposerait, cet inclusivisme. Personne ne fait de proposition sociale pour retirer le droit de vote aux femmes, par exemple. Bon. Et c'est bien pour ça qu'il y a cet effet-là. C'est parce que c'est un fanatisme consensuel, paradoxalement. Et c'est bien pour ça que ce consensus, si on s'y oppose, on passe par contre pour un fasciste. Du coup, pas d'histoire qui soit acceptable. C'est très compliqué. Si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, on va avoir quand ça dégénère en insultes, ça dégénère comment on m'a traité de proche d'Alain Soral, de n'importe quoi, des trucs qui n'ont rien à voir avec la grammaire. Enfin bon, mais le problème, c'est que effectivement, comme tu dis, on voit bien que là, il y a un déclic vers le fanatisme, vers l'irrationnel et vers des discours sur lesquels on a très très peu de prise. Effectivement, je vois les questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y échapper ? Moi, j'essaie de rationaliser, mais je pense que c'est peut-être pas la bonne technique, parce que le marketing politique, comme me disait Shmuel Trigano, le sociologue, il disait mais
quant à la croyance, c'est pas avec des raisonnements et de la science qu'on va corriger le tir. C'est désolant pour nous qui sommes rationalité et qui faisons assaut de rationalité, d'analyse, mais évidemment, la question se pose, est-ce que c'est le bon outil et en même temps, est-ce qu'on peut faire autrement? Ça, c'est. En effet, on a eu du mal à faire comprendre que le matérialisme historique et que les théories de Lysenko et Michourine, parce que ça fait penser à ça. C'est le même phénomène. Oui. C'est le même phénomène psychique, je dirais. Psychique, cognitif, tu vois. En écoutant à la fois ce que ça dessinait dans ton exposé, ce qui se disait de ce côté-là, avec les arguments sérieux, solides que tu y opposes, on avait l'impression d'être devant, d'être dans la pensée stalinienne au pire moment du rayonnement idéologique du matérialisme historique. On entend les mêmes mécanismes, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes propos, mais c'est exactement la même mécanique dynamique. Il faut relire L'opium des intellectuels de Raymond Aron, parce qu'en fait, il a déjà décrit ce qu'on est en train de vivre. Alors, je travaille beaucoup avec ma collègue de Paris 3, Yana Grinchpoon, qui connaît bien l'URSS et qui repère effectivement exactement les mêmes mécanismes. On voit bien comment aujourd'hui, patriarcat a la même place dans le petit livre rouge des militants que la lutte des classes ou ce genre de principes-là. Donc, mais encore une fois, on a beau être prévenu, on a beau avoir des outils d'analyse, on ne peut rien face à l'intimidation que constituent des gens qui empêchent les conférences de se tenir, une hiérarchie administrative qui impose ce langage-là, parce que c'est le cas. Hein. Bon, dans mon université, on a voulu censurer une de mes conférences. Un doyen s'est élevé contre moi pour m'empêcher de parler, etc. Bon, il y a, tu parles de l'URSS, on n'en est pas encore là, mais de fait, on voit bien qu'il y a une efficace administrative de la chose. Envoyer le moindre mail professionnel aujourd'hui incite à prendre une posture idéologique sur l'orthographe. Vous ne pouvez pas dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui sans devoir prendre une position idéologique. Si ça, ce n'est pas une invasion totalitaire, je ne sais pas ce que c'est. Tout à fait. Tout à fait. Je reprends les questions qui s'affichent. Alors, tu as de Véronique Taquin. Y a-t-il avant Judith Butler des penseurs savants polémistes qui veulent absolument concevoir la construction sociale du sexe selon le modèle de la grammaire, du genre grammatical? Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a un continuum. C'est-à-dire qu'il y a du formalisme, mais il y a aussi le monde tel que le langage permet de le décrire. Et donc, le problème, c'est de bien comprendre que l'un ne détermine pas l'autre. Hein. C'est pour ça que je cite souvent Benveniste. Hein. Penser, c'est manier les signes de la langue. C'est-à-dire que oui, on est dans le langage, mais le langage, on s'en sert. C'est pas le langage c'est pas la langue qui parle à notre place. Et le problème, c'est que oui, il y a des penseurs qui ne vont pas aller, j'en veux évidemment aux linguistes, mais aussi à ceux qui, n'étant pas linguistes, ne veulent pas savoir comment fonctionne la grammaire, mais vont tirer, en philosophie du langage, des conclusions comme ça, un petit peu échevelées, fondées sur une absence de prise en compte de la réalité des phénomènes. Donc, oui, des penseurs savants polémistes, c'est important. Tout le monde ne parle pas du même lieu. Il y en a qui... Et de toute façon, les discours sur cette question-là partent systématiquement d'une posture militante. Au point même où moi, qui ne le suis pas, je deviens le grand méchant loup, le grand autre de l'inclusivisme. J'ai même des collègues qui ont dit « Oui, on les connaît, ces arguments, il va encore dire que la science ne doit pas être militante. » C'est-à-dire que c'est du lysenkisme absolu. Il faut que la science soit soviétique, soit inclusive, soit etc.
encore une fois, construire des phénomènes, ça n'a pas lieu d'être là. Autre question de Yana. Pourquoi parles-tu de l'intimidation? Cela voudrait dire que les opposants devraient craindre des mesures punitives. Or, à part t'appeler antiféministe, ce qui n'est pas très intimidant, quel est l'effet intimidant? Tant qu'on n'est pas obligé de rejoindre quelques goulags inclusivistes, pourquoi être intimidé? Est-ce que j'ai l'air timide? Non, mais ça pose quand même. Je pense qu'on est à un niveau où, effectivement, on voit bien que les universités vont recruter en fonction de ce genre de critères. Oui. C'est là où va résider l'intimidation. Hein. C'est tout simplement avoir un emploi ou pas. Alors, ça n'a pour l'instant cours que dans le monde universitaire, mais quand ça en débordera un petit peu, je pense que, et c'est déjà le cas, hein, je peux vous dire que dans les entreprises privées, des trucs très corporate, il y a des cours d'inclusivisme. Hein, ça commence où on apprend, c'est de la vraie rééducation mentale, on apprend les mots qu'il faut utiliser, comment on doit regarder les femmes, combien de secondes on doit soutenir le regard, etc. Il y a des cours pour ça. Hein, donc, on est quand même dans une pression sociale qui s'accentue. Existe-t-il des femmes linguistes qui défendent votre point de vue très convaincant? Elles sont nombreuses, et notamment la question précédente émanait d'une linguiste femme, mais il y en a plein, oui. Daniel Manès, enfin, il y en a beaucoup, mais comment dire, la pression sociale fait aussi qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui partagent nos analyses sur le plan formel, mais qui font en sorte de ne pas prendre position publiquement, précisément pour ne pas subir d'exclusion. Donc, il y a beaucoup de tièdes qui sont d'accord avec nous, mais qui ne veulent pas le dire en public. Preuve, là encore, de cette pression sociale. Ouais, ça c'est clair. Oui. C'est la même situation que par rapport au racisme. C'est très facile de dire une énormité, surtout emballé avec une quenelle. C'est long et laborieux de démontrer le contraire. Et d'ailleurs, le racisme, enfin l'antiracisme plutôt, pareil. En fait, l'inclusivisme naît d'un consensus social. Encore une fois, personne ne s'oppose aux droits des femmes. C'est bien parce qu'il y a ce consensus qu'il y a une forme de radicalisation, et cette radicalisation va créer artificiellement des opposants. Donc, si on est contre l'écriture inclusive, on devient un masculiniste. Si on veut, pareil pour le racisme, si on veut mettre un bémol à certains phénomènes, eh bien, on devient un fasciste. Bon, c'est une délégitimation sociale qui pèse oui. sur tout le monde aujourd'hui. De Ziva Poltek. Les langues étant différentes, comment se décline l'inclusivisme dans le monde? Excellente question. C'est-à-dire que quelle que soit la langue et quelle que soit l'organisation, de toute façon, elle est masculiniste. Donc, je pense que par exemple, l'anglais ou l'allemand, vous avez un neutre, eh bien, c'est pas grave, c'est masculiniste aussi. Donc, vous avez des systèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais on leur reproche la même chose. Bon, preuve, là encore, que c'est pas la grammaire le problème, hein, c'est des discours sur la langue. Et normalement, effectivement, la diversité des langues devrait interdire ce genre de raisonnement. Non seulement la diversité des langues, mais l'histoire des langues. Les langues évoluent, mais elles ont aussi des permanences. Quand on voit la permanence du système, par exemple, du genre en français, l'état de la société est tout de même considérablement avancé. On a le même système grammatical au XIXe siècle et au XXe siècle, et on n'a pas du tout la même société. C'est une absurdité de poser un lien de causalité. Mais là encore, si au lieu d'être dans le raisonnement, on prélève des faits un petit peu disséminés, eh bien, on peut construire avec... vous savez, c'est toujours les mêmes exemples. Hein. C'est toujours pourquoi il n'y a pas de féminin à hauteur? Bon, il y a 3 mots comme ça qui se baladent et ça fait un raisonnement. Bon, autre question. Est-ce podcasté? Oui, ça le sera. Je voudrais faire écouter la conférence à quelques amis perplexes sur la question. On va s'en occuper. Confronté à des collègues militants,
écrire un mail professionnel pose problème. J'en finis par écrire bonjour plutôt que cher collègue pour éviter les discussions interminables. Le problème semble être que pour les militants de la déconstruction, le mot histoire est un gros mot. Oui, oui. Ben, oui, je crois qu'on est confronté au même problème. Enfin, c'est ce que je ne cesse de faire remarquer, c'est que à partir du moment où on a des principes orthographiques qui sont idéologiques, eh bien, ça va être clivant. Ça veut dire que chaque personne doit se positionner. Et donc, il y a effectivement on en est à se demander même pourquoi on dit bonjour à des gens qui sont susceptibles de vous sauter sur le paletot pour vous agresser. Donc, moi, je ne mets même plus bonjour. Hein. Donc, voilà, on va à l'essentiel comme ça. Ça fait écho un peu avec les mômes adolescents vraiment braques qui, pour un regard, sont prêts à sortir le couteau. C'est du même ordre, oui. Bah oui. Comme si c'était une atteinte, une fragilité narcissique telle que c'est une atteinte vitale. J'ai déjà eu ces discussions avec des collègues qui, effectivement, ont adopté ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 2 ans, ils ne parlaient pas comme ça. C'est cette bascule qui est intéressante. En gros, ça veut dire quoi? Qu'avant, ils étaient sexistes et maintenant, ils ne le sont plus. Ils ont reçu la conversion, ils ont vu la lumière, ça y est. C'est un problème, ça. Que toute leur vie, ils considèrent ne jamais avoir été sexistes en parlant le français normal, même si le mot normal est autant un gros mot que le mot histoire. Eh bien, ça ne semble ne choquer personne qu'il y ait eu une adoption de pratiques qui ne se fondent sur aucune découverte scientifique. C'est purement une pression morale qui se joue. Et effectivement, c'est devenu un enjeu social. Comment se positionner? Encore une fois, ça ne joue que dans le monde universitaire. Les gens normaux, comme disait Orwell, seuls les intellectuels sont portés au fanatisme. En quoi le neutre en anglais est-il masculin, on te demande? Le système anglais n'est-il pas le meilleur, justement, sans poser de problème? On lui trouve des problèmes quand même. À partir du moment où on confond les représentations avec les formes, on peut accuser la langue de tout. Quand on confond les discours avec la langue, ça pose aucun problème. On finit par reprocher à toutes les langues la même chose. Ce qu'on appelle neutre, là encore, c'est un mot un peu flou parce que il y a des choses qui relèvent, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des choses qui relèvent de l'impersonnel, il y a des choses qui relèvent du groupe, il y a des choses qui relèvent de l'indéfini. Est-ce que c'est neutre? Même le mot neutre, ça prend position par rapport à l'opposition mâle-femelle. Et le neutre, c'est souvent bien autre chose. On te demande, c'est Liliane Candel, tu ne peux pas dire que personne ne s'oppose aux droits des femmes. C'est justement parce qu'il y a opposition, et si pas ici, sur une grande partie de la planète, que le discours des inclusivistes est reçu, et que s'y opposer est si difficile. Alors oui, ce qui est particulier, c'est que les inclusivistes, justement, ne tiennent leur discours que sur la société, justement, la plus égalitaire, et pas sur les sociétés les plus inégalitaires. Ça, c'est un problème. C'est même le problème peut-être principal de l'inclusivisme, c'est qu'il ne s'applique qu'au monde occidental. L'inclusivisme n'a rien à dire sur la grammaire pratiquée par les talibans. Et donc, pour moi, ça délégitime complètement ce qui est un faux combat. C'est facile d'avoir un combat sur l'accord des adjectifs plutôt qu'un réel combat social. Ça, je suis bien d'accord avec Yann. Bien sûr que le statut de la femme dans le monde mérite de nombreux combats, là pour le coup féministes, mais je ne pense pas que l'accord des adjectifs soit un combat féministe. Justement pas, au contraire, il contribue à délégitimer les véritables combats féministes qui doivent avoir lieu. Et c'est tout le problème, c'est que c'est une posture idéologique, ça ne s'attaque absolument pas au sexisme réel, ça s'attaque à un sexisme imaginaire au lieu du sexisme réel. Et c'est même ce qu'il y a de plus grave, en fait, dans l'inclusivisme. C'est que ça ne concerne qu'une posture pour universitaire.
Michel Martineau te dit la mairie de Paris utilise l'écriture inclusive. Ben, il n'y a pas qu'elle, hein, je peux témoigner, moi. Oui, oui, mais là encore, D'un endroit. de manière ostentatoire, j'avais vu, je ne sais plus si c'était. Attends, parce que j'ai le son là et l'image ici. J'avais vu Paris est fier, point E, enfin bon, et ça ne voulait absolument rien dire. On faisait apparaître un masculin, alors que Paris, c'est une ville, ça devrait être au féminin, mais on faisait apparaître un masculin au nom de l'inclusivisme. Il n'y avait évidemment aucun sens. Alors, je n'ai plus la même image et je n'ai plus mon propre son, mais bon. Ça va, t'es revenu là? Ah, voilà, ça y est. Oui. Je crois que. Vas-y, Monette. Tu veux dire quelque chose, Monette? On t'entend pas. Si, j'ai pas réussi à envoyer ma question. Je peux la poser? Merci beaucoup. Alors, une remarque à propos de la psychopathologie du fanatisme. Quand elle fait alliance avec la science ou la pseudoscience, c'est facile, hein, le diagnostic est facile, c'est la paranoïa. Mais ce que je voulais demander aux conférenciers, que j'admire et que je remercie beaucoup, beaucoup, c'est s'ils pouvaient nous dire aussi un petit mot du langage prime que proposent les transhumanistes. Un langage où il n'y aurait pas de je parce que trop assignatif. Ce qui m'a semblé une folie à peu près de la même mot que ce dont il nous parle ce soir. Je ne connaissais pas cette variante, mais en fait, chaque personne qui s'exprime sur le sujet a son propre programme de réforme. Certains veulent à tout prix que tout soit neutre, par exemple. Certains disent que plutôt que il ou elle, il faut qu'on dise yel maintenant, c'est-à-dire à la fois il et elle. Et chaque identité qui veut revendiquer quelque chose crée son propre système. Il y a des systèmes avec des codes couleurs, avec des majuscules au milieu des noms, etc. Et justement, c'est bien tout le problème, c'est que le langage, c'est une convention inaperçue. Quand on parle, on n'a pas à réfléchir, sinon on ne pourrait plus parler. Et c'est bien ce qui se passe. C'est pour ça que ces questions sont intéressantes. De dire, mais voilà, rien que de dire bonjour, ça, on doit y réfléchir. C'est une paralysie du langage, une paralysie des relations sociales à partir du moment où on en idéologise chaque élément. Et alors, je ne sais pas si c'est de la paranoïa, mais en tout cas, on sent que cette posture de dénonciation fait énormément de bien aux militants parce que ça les met dans une posture de directeur de conscience, de supériorité morale. Pour moi, ça relève beaucoup de la bigoterie. C'est très tartuffe, hein, parce que c'est des gens qui parlent normalement au quotidien. C'est donneur de leçons. Alors, tu as deux autres questions. Tony qui te demande « Sorry, mais j'insiste sur le neutre anglais, pas français ou allemand. » Je ne sais qu'en dire. Il y a plusieurs façons, là aussi. Enfin, si le neutre, c'est « it », justement, ça ne résout rien, hein. Les mêmes accusations existent sur l'anglais, sauf qu'évidemment, comme on ne peut pas dire que c'est la faute au système de genre, eh bien, on dit que c'est la faute aux représentations. Donc, tout ce qui a l'air d'être générique, il y a quand même des militants qui sont contre le suffixe man, hein, comme dans Manchester, par exemple, ou dans tout ce qui est fireman. Bon, c'est effectivement genré, donc il faut dire fireman ou firewoman, etc., etc. Bon, c'est le même militantisme, peu importe le système de la langue, peu importe qu'on ait un neutre, qu'on n'en ait pas, qu'on ait une marque de neutre ou pas. Un des grands trucs que disent les inclusivistes, c'est que le français n'a pas de neutre. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de neutre, c'est que le neutre a la même forme que le masculin, comme souvent, par exemple, en latin. Bon,
là aussi, on peut dire ce qu'on veut aux catégories. Hein. À partir du moment où on est là pour les déformer, peu importe le système, peu importe la grammaire, ça revient au même. À nouveau, une question d'Agnès Garmacher. C'est si la méthode scientifique est inefficace face à ces idéologues et leurs biais cognitifs, quels arguments ou quelles méthodologies pourraient être plus efficaces? Si je le savais. Ah oui, je le savais. De fait, c'est important de retourner la chose. Les inclusivistes sont spécialistes de marketing politique. Je le dis littéralement, puisque l'écriture inclusive est un nom de domaine qui a été déposé en 2016 par une agence de communication. Une agence de communication, par quelqu'un qui est un ancien du PS, et qui donc s'est servi de ses réseaux journalistiques, universitaires, pour diffuser ça en utilisant des techniques de marketing. Pas des techniques, pas en tenant un discours de vérité, mais on voit bien en tenant un discours culpabilisant. Hein. Si vous ne le faites pas comme on dit, c'est que vous êtes un salaud. C'est ça l'inclusivisme. Si vous n'êtes pas inclusiviste, c'est que vous êtes masculiniste. Bon, c'est très difficile de se défendre de ça. Pas s'en défendre. Mais on peut, au fond, effectivement, comme le disait Yana tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être intimidé par des arguments aussi faibles. Mais bon, ce sont des arguments qui finissent aussi par ne convaincre que les gens qui veulent bien être convaincus, c'est-à-dire ceux qui veulent adopter cette posture-là, qui rejoint en général effectivement un certain nombre d'autres postures, anti-israéliennes par exemple. C'est assez systématique. J'ai eu il y a une convergence des luttes qui est revendiquée d'ailleurs, une convergence idéologique qui est parfaitement cohérente, mais il faudra sans doute un ouvrage collectif avec des sociologues, des historiens, des philosophes pour montrer cette organisation idéologique. Oui. Ça serait intéressant. Ça sera à faire, oui, je pense aussi. La piste complotiste ne serait-elle pas une bonne piste du fait de sa mauvaise réputation dans les milieux universitaires? Oui, moi, ça fait partie des arguments que je mets en avant, notamment aussi le fait que cette idée que la langue pense à notre place, c'est quand même un argument non seulement complotiste, mais c'est aussi un argument raciste. L'idée que, par exemple, tel peuple est arriéré du fait de sa grammaire primitive, c'est le genre de choses qu'on trouvait jusqu'au XIXe siècle. Et l'idée qu'on est sexiste parce que notre langue est sexiste, c'est le même positionnement théorique, c'est que la langue pense à notre place. Ça a évidemment été, c'est ce qu'on appelle le déterminisme linguistique, c'est quelque chose qui a été récusé depuis un siècle et demi de sciences du langage. C'est pour ça que je dis qu'il y a une offensive épistémologique, c'est que même ce socle-là, le refus du déterminisme linguistique, eh bien, il est remis en cause. Et sans vergogne, hein, ça ne les dérange pas d'être pris la main dans le sac du défaut épistémologique. Hein. Bon, il y a Myriam Cohen qui dit qu'on a l'impression d'une théorie de genre repu. Effectivement, je pense que pour se soucier de l'accord des adjectifs, il ne faut pas avoir grand-chose d'autre à faire. Bon, peut-être on va arrêter maintenant. Jean, merci beaucoup. Vraiment. Merci de votre attention que j'ai pu voir, puisque je vous vois. Donc, merci de votre présence continue. Et je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci à Jean.